qui est un réseau d'innovation. C'est un réseau qui est financé, c'est une initiative qui est initiée par le FRQNT. Et donc, il y a plusieurs chercheurs de plusieurs universités et de plusieurs entreprises qui ont décidé de s'associer finalement au réseau pour essayer de trouver une plateforme pour faciliter les échanges entre le milieu, la recherche du milieu académique puis le milieu utilisateur. Donc, c'est pour stimuler le processus d'innovation, puis le transfert technologique entre chacun des membres du réseau. Puis, notre réseau se concentre principalement sur les matériaux renouvelables pour la conception, la caractérisation, l'utilisation et la performance socio-environnementale des matériaux renouvelables dans notre société. Donc, le réseau Mercus, ça regroupe donc plusieurs chercheurs et des CCTT, des étudiants et des partenaires. Le but, c'est justement d'innover puis de faciliter la collaboration et le transfert. L'espace d'innovation est un très bel exemple en fait de ce qu'on peut faire au sein de ce genre de réseau-là. Les différents axes, justement, donc caractériser, concevoir, analyser et valoriser les coproduits par une approche de bioraffinage. Évidemment, dans toutes nos initiatives, on tente de toucher à un ou plusieurs de ces axes. Et plus on touche à plusieurs axes, plus ça facilite l'innovation. L'espace d'innovation, je vais laisser Christine, qui était plus en charge de la facilitation de cette initiative. Donc, c'est ça, le réseau a plusieurs programmes qui permettent de favoriser l'innovation, dont l'espace d'innovation. Ça, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une idée qui est venue de l'École supérieure du bois à Nantes, en France, dès qu'on a reprise. Puis, en gros, l'espace d'innovation, ça réunit les individus aux forces complémentaires, donc une équipe multidisciplinaire qui ont travaillé ensemble pendant une semaine sur un défi de recherche afin d'apporter des pistes de solutions. Ce qu'on voulait initialement, nous, c'était que les questions émergent et partenaires, sauf que dans le contexte de la COVID-19, on a décidé de soumettre nous-mêmes une question pour se joindre à l'effort de recherche mondial sur le sujet. Puis, la question était la suivante. Donc, peut-on développer une solution antivirale à partir des molécules extractives des arbres? Donc, une question qui est assez large, qui s'insérait bien dans les axes 1 et 3, puis dans une moindre mesure l'axe 4. Et on a, ce ne sera pas très long, il y a un petit délai avant le changement. Excellent. Donc, ça, c'est l'équipe de travail à qui on a soumis, qui ont accepté de relever le défi. D'abord, on avait 3 participants qui ont vraiment travaillé très, très fort toute la semaine, sans ménagement, je vous dirais même jour et nuit presque, se sont penchés sur la question. Donc, on a Michel Boivin, qui est étudiante à la maîtrise à l'UQTR, Olivier Rezazgui, qui est chercheur postdoctoral à l'UQTR, Marie Soula, qui est étudiante au doctorat en co-tutelle à l'Université Laval et à l'Université de Lille. Ensuite, on a 6 mentors, donc Simon Barnabé, qui est professeur-chercheur à l'UQTR, Mounir Chaouch, pardon, qui est chercheur au CEREX, qui est un centre collégial de transfert technologique, donc un CCTT, Annabelle Saint-Pierre, qui est chercheuse chez Innofib, également un CCTT, Christelle Debrauer, qui est chercheuse chez FP Innovation, Leandro Passarini, qui, lui, est chercheur au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, qui est à peu près l'équivalent du Nouveau-Brunswick des CCTT, et Mariana Royer, qui est entrepreneure et fondatrice de Biostratège. Et donc, également, Claude Durocher et moi-même à la coordination du projet. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Marie. Oui. Du coup, comme Christine le disait, notre sujet pour la semaine, c'était « Peut-on développer une solution antivirale à partir des molécules extractives des arbres ?» Cette question a été posée dans un contexte de Covid-19 qui nous touche tous actuellement. Cependant, c'est une épidémie parmi tant d'autres et en ce moment, depuis les années 80, il y a de plus en plus d'épidémies. Donc sur ça, on peut citer le VIH, Ebola et maintenant le Covid. Et donc ça pose une grosse question sur comment les épidémies peuvent se transmettre aussi rapidement entre les hommes et qu'est-ce qu'on peut faire pour bloquer ça. Donc nous, on a voulu développer une solution rapidement et une solution qui serait accessible à tous. C'est pourquoi on ne s'est pas concentré sur l'élaboration d'un vaccin ou d'un médicament, mais on a
on a plutôt cherché à travailler sur une solution désinfectante qui limite la propagation des virus. Donc cette solution, on imagine qu'elle pourrait être utilisée pour les virus futurs, mais qu'elle pourrait, si on arrivait à la développer rapidement, être utilisée par exemple dans un cas de déconfinement, comme on va connaître tous bientôt, pour faciliter les désinfections des zones communes et accompagner les efforts comme les gestes barrières ou les distanciations sociales. Donc, les virus l'air contient de nombreux agents inoffensifs et pathogènes, comme des bactéries, des virus et des allergènes. Une désinfection de l'air permet de réduire la charge virale et il y a déjà des techniques qui sont utilisées pour ça. Donc, par exemple, pour les bâtiments, l'air est filtré avec des filtres qui peuvent bloquer des particules jusqu'à environ 2 nanomètres. Cependant, ces filtres, même s'ils permettent de limiter fortement la propagation des bactéries, ces bactéries-là peuvent survivre dans les filtres et il est très compliqué de les nettoyer pour qu'ils soient totalement stériles. En plus, le nettoyage des filtres expose souvent les gens qui s'en occupent à ces bactéries, ce qui peut créer des risques de contamination. Ensuite, il y a des désinfections de l'air qui sont faites avec des solutions chimiques, comme par exemple l'eau oxygénée ou des solutions à base d'alcool, qui servent à inactiver les pathogènes cette fois. Mais les solutions, donc l'eau oxygénée et les solutions alcooliques, sont nocives pour l'homme et peuvent notamment créer des irritations. Donc ça, c'est aussi utilisé par exemple pour les locales de stockage alimentaire. Et en fait, ces désinfections, elles sont faites la nuit pour éviter les contacts avec l'homme. Et ensuite, elles sont le matin, quand les gens reviennent en quelque sorte dans les locaux, il y a une grande aération qui est faite pour, en quelque sorte, pour que l'air soit respirable, quoi. Et ça limite fortement l'efficacité des solutions qui ont auparavant été appliquées. Enfin, il y a des études qui ont montré que l'irradiation UV permettait d'altérer l'ADN et l'ARN des virus, mais tout le monde sait que les rayons UV appliqués à forte dose ont aussi un risque mutagène pour l'être humain. Donc, nous, parmi toutes les solutions qu'on avait, parmi toutes ces solutions, on a voulu aller vers quelque chose qui était plus vert. Et c'est pour ça, il faudra changer de slide aussi. Et ouais, parfait. Et c'est pour ça qu'on a voulu travailler sur une solution désinfectante à base de produits naturels provenant du Québec, puisque c'est une ressource qui est proche, qui permet de diminuer la charge virale dans l'atmosphère. Pour ça, on a pensé à utiliser une solution qui serait nébulisée dans l'atmosphère. Donc cette idée nous est venue après une biblio complète sur les molécules naturelles et notamment celles qu'on pouvait extraire au Québec à partir des arbres résineux et des arbres feuillus. Donc il y a par exemple les huiles essentielles peuvent être facilement extraites des résineux et présentent des grands intérêts et les extraits seraient extraits donc des feuillus. Mais ça, par la suite, il y aura une présentation plus complète. Et donc, le but de cette solution, ce serait de limiter la charge virale dans l'atmosphère, mais aussi d'utiliser les propriétés anti-inflammatoires que certaines de ces molécules peuvent présenter pour soulager les patients d'éventuels symptômes qui sont toujours pas très agréables. Et du coup, maintenant, Olivier va vous présenter ce que c'est plus précisément la nébulisation. Merci. Alors, la nébulisation, derrière ce nom un petit peu compliqué, c'est une technique. Donc, là, on va passer directement au slide 10, s'il te plaît. Parfait, voilà. Donc, la nébulisation est une technique qui permet de transformer une solution en micro-gouttelettes, donc d'une taille qui varie entre 4 et 40 microns, et qui va être dispersée dans l'atmosphère et dans les surfaces. Donc, on a deux méthodes, une injection de gaz comprimé directement dans la solution ou la méthode qu'on trouve le plus souvent dans le commerce, donc dans tout ce qui est parfumeur, désodorisant, ambianceur, c'est par ultrasons. Les avantages, c'est une facilité de mise en œuvre, une facilité de scale-up au niveau des échelles. Vous avez à la fois des diffuseurs que vous avez chez vous, mais la nébulisation est aussi utilisée dans l'industrie, notamment par exemple pour refroidir des métaux. Donc là, on est vraiment sur des systèmes beaucoup plus gros. On est sur une technologie qui est déjà en place et donc qui pourrait être facilement transformable. C'est juste la solution intérieure qui est utilisée pour passer de la vie quotidienne, du sein particulier, aux grands groupes industriels.
Donc, diapo 11, s'il te plaît. Maintenant, comme vous parlez de Marie, nous, on n'est pas parti sur les remèdes ni sur les vaccins. Il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus, c'est beaucoup trop compliqué. On a pensé à quelque chose que les gens anticipent très peu, c'est l'après-pandémie ou le retour au travail. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? Dans le retour au travail, il va y avoir à la fois le transport et l'endroit où on va travailler, qui sont deux endroits où la cohabitation avec d'autres personnes qui sont souvent asymptomatiques dans le cas du Covid-19 va être possible et où de toute façon, même pour n'importe quelle maladie, le risque de transmission est le plus grand. On va parler des autobus, des trains, tout ce qui est espace partagé, comme c'est inscrit sur la diapositive, les bureaux, les commerces, mais même votre voiture ou aussi un marché de niche qui va être tout ce qui est de location. Donc, tout ce système-là, il y a une peur chez les gens qui vont reprendre le travail et qui reprennent au jour d'aujourd'hui le travail. Et nous, on peut proposer une solution qui peut être facilement installable dans tous ces espaces-là. Alors, une utilisation 2 jours si possible, donc avec des pulvérisations régulières, parce qu'on parle quand même d'espaces qui sont souvent aérés. Un autobus, par exemple, la montée et la descente des passagers fait un flux d'air constant. Mais si jamais on s'aperçoit qu'on a un effet allergène ou irritant des huiles essentielles, on peut faire une utilisation de nuit avec aération le lendemain matin, ce qui se passe déjà notamment pour des bureaux où des équipes de nettoyage passent le soir et le lendemain. Alors, maintenant, on en vient au choix de la matière première. Donc, comme Marie vous parlait, on est resté très régional sur le Québec et sur les huiles essentielles. Donc, le Québec est connu pour avoir énormément, une forêt énormément développée, une forêt boréale qui est très grande, et une industrie du bois qui est extrêmement présente. Mais cette industrie du bois génère énormément de coproduits. On va parler des aiguilles pour les résineux, on va parler des branches, on va parler des écorces. Tout ça, jusqu'à présent, c'est généralement majoritairement utilisé pour de la bioénergie, on le brûle. Donc, généralement, ce dont on ne sait pas utiliser, on va le brûler. Sauf que les écorces, les aiguilles, les branches sont connues pour présenter une variété d'extractibles aux propriétés intéressantes et qui sont déjà valorisées par certaines compagnies. On va citer Borea Canada ou Elixir pour rester régional. Donc, nous, l'idée, c'est d'utiliser ces résidus-là, extraire ces huiles essentielles ou ces extraits en fonction des résineux ou des feuillus choisis, pour avoir des huiles essentielles qu'on va utiliser pour désinfecter des différents endroits. Par là, on fait la valorisation de déchets et on fait l'économie circulaire. On crée donc des produits à valeur ajoutée à partir des extractifs, donc de coproduits, en utilisant une biomasse qui est locale. Et donc, on fait du Made in Québec, des produits verts avec du Made in Québec. Si on en vient au choix donc des espèces forestières, parce que des arbres au Québec, des essences d'arbres, il y en a plein. Il a fallu se limiter d'entrée de jeu sur quelques espèces, on ne pouvait pas tout cribler. Donc on a d'abord fait un screening sur différents points qui étaient des espèces locales, des espèces abondantes, mais aussi des espèces qui étaient utilisées sur le plan commercial, parce que nous on veut utiliser les résidus. Pour utiliser les résidus, il faut que le reste de l'arbre soit déjà utilisé. Utiliser des espèces déjà industrialisées, ça permet de faciliter l'approvisionnement en coproduits. Donc, avec ce screening-là, 4 espèces d'arbres sont sorties du lot très rapidement. Les épinettes, noires et blanches dans ce cas-là, le sapin baumier, le bouleau à papier, voire même le bouleau jaune, et les érables. 4 espèces d'arbres qui présentent des extractibles très intéressants et qui sont déjà utilisés et qui ont déjà une grosse production de coproduits sur le marché. Maintenant qu'on a la matière première, il s'agit d'extraire les molécules d'intérêt. Donc, l'extraction, encore une fois, on n'a pas réinventé la roue, comme on dit. Il existe des méthodes qui sont industrielles, qui sont déjà utilisées, avec des entreprises au Québec qui sont déjà en place. Donc, on est parti sur 2 types d'extraction. Des extractions à la vapeur d'eau, donc l'entraînement par la vapeur d'eau, pour les résineux, qui permettent d'obtenir à la fin des huiles essentielles, et des extractions à l'eau chaude ou à l'éthanol, pour les feuillus, qui permettent d'obtenir des extraits. Ça permet généralement par rapport à une masse sèche d'obtenir un extrait à un rendement de 10%. La qualité du produit et les coûts vont être variables en fonction de si on utilise de l'éthanol ou pas, sachant que dans cette méthodologie, pour rester le plus vert possible, l'éthanol peut être biosourcé. Je pense par exemple à Greenfield Global qui fait de l'éthanol vert. Et donc, dans les extractibles ciblés, dans ces produits d'extraction, principalement, les grandes familles, c'est des terpènes et des flavonoïdes. Et maintenant, je vais laisser la parole à Michel pour terminer.
Donc, on a vraiment voulu établir un scénario d'implantation pour pouvoir propulser la rapidité à laquelle on pouvait commercialiser notre solution qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, notre scénario se base carrément sur un concept d'économie circulaire avec des acteurs qui existent déjà et qui sont à proximité les uns des autres. Plus particulièrement, ils sont dans la région de la Ville de Chapelle, où est-ce qu'on retrouve beaucoup la forêt boréale, donc les conifères. Au centre du concept, on va avoir l'usine de cogénération Nexolia qui va pouvoir partager son énergie aux usines de Boréal et de Nordex. Et en échange, ces usines-là vont pouvoir leur donner les résidus à Nexolia pour pouvoir continuer à produire l'énergie. Donc, Boréal, c'est une usine qui produit des huiles essentielles. Donc, notre premier intrant nécessaire à notre produit qu'on veut développer. Puis, Nordex, qui va être bientôt construit prochainement, il va pouvoir faire les extractions. Donc, les extractions, aller chercher les molécules des arbres. Donc, c'est notre deuxième intrant nécessaire aux produits qu'on veut vraiment développer pour vraiment fournir un désinfectant naturel avec possiblement des effets thérapeutiques. Donc, avant de parler de commercialisation, il faut quand même démontrer l'innocuité de notre produit. Donc, la phase expérimentale, la première étape de cette phase-là, ça va être vraiment le screening de manière in vitro de nos huiles essentielles et des extraits des arbres qui soient mélangés ou seuls afin d'avoir vraiment la meilleure activité antivirale, la plus faible cytotoxicité et aussi la plus faible allergénicité. Parmi la meilleure combinaison qu'on va avoir, on va pousser nos tests un peu plus loin, surtout les tests antiviraux, parce qu'on est présentement en contexte de COVID. Donc, avec cet objectif-là, on va être capable de pouvoir répondre aux questions comme c'est quoi le temps de contact minimum, à quelle dose qu'on peut avoir un effet, mais aussi si la température va avoir un effet ou pas. Par la suite, on veut aussi avoir des effets thérapeutiques. On a surtout ciblé la propriété anti-inflammatoire. Donc, avec notre désinfectant, avoir ce genre de propriété-là permettrait vraiment de rehausser la valeur de notre produit naturel. Donc, ensuite, on va tester en espace clos avec l'application de notre solution par nébuliseur. Puis ensuite, on va tester un peu comme ça a déjà été fait auparavant dans d'autres études, dans une chambre d'hôpital ou de CHSLD, si on arrive à diminuer la charge virale ou tout simplement désinfecter l'environnement, mais aussi regarder si on n'aurait pas les effets thérapeutiques qu'on recherche. Puis à travers toutes ces étapes-là, on peut déjà commencer petit à petit à monter le dossier d'homologation pour Santé Canada. Donc, au total, on prévoit que la phase d'expérimentation va durer environ 17 mois. Donc, pourquoi est-ce que notre solution est innovante? Bien, premièrement, parce qu'on va venir prévenir les inconforts dus à l'utilisation de désinfectants chimiques. Grâce à une formulation verte, on va pouvoir diminuer l'irritation cutanée, mais aussi éviter les intoxications involontaires dues à des réactions chimiques qu'on a déjà entendu parler dans les nouvelles. On va aussi pouvoir combiner deux effets qui n'ont jamais vraiment été réalisés, c'est-à-dire le pouvoir désinfectant qu'on va pouvoir aller rechercher avec les extraits. Donc, il va pouvoir désinfecter les surfaces, mais aussi, on va pouvoir aller chercher le côté thérapeutique des huiles essentielles parce que c'est très volatile. Puis, c'est sûr que la technologie de nébulisation existe déjà, mais on veut développer un appareil qui va permettre d'être assez polyvalent dans nos méthodes d'application, qui va permettre toutes les utilisations qu'on souhaite avoir
Tout à l'heure, on parlait de voitures de location, chambres en CHSLD, hôpitaux, mais aussi à la maison et plein d'autres utilisations comme ça. Donc, la semaine, elle a été assez intensive à cause de l'espace d'innovation. Mais c'est quoi la suite à ça? Mais en fait, c'est sûr que c'est la phase expérimentale pour vraiment démontrer l'efficacité de notre solution proposée. Mais il faut aussi penser au développement d'un procédé industriel d'extraction, surtout qu'il n'y a pas d'extrait de bouleau à papier ou d'érable à ce jour qui sont sur le marché, surtout dans un contexte si notre scénario d'implantation ne fonctionnerait pas. Puis, nous, notre objectif, c'était vraiment d'avoir une solution innovante, oui, mais qui était réalisée quand même à très court terme et qu'on utilisait les acteurs déjà existants pour vraiment propulser de la rapidité. Sauf que ça a fait en sorte qu'on a quand même délaissé certaines espèces d'arbres ou autres dans la nature qui auraient quand même pu être super intéressantes à regarder de plus proche dans la recherche. Donc, à long terme, ça serait vraiment intéressant d'aller voir si on n'aurait pas des propriétés intéressantes de désaffection ou d'effets thérapeutiques, par exemple chez les espèces mal aimées ou encore invasives. Donc, je termine sur une excellente réflexion. Je vous la lis. Ici, la solution à plusieurs de nos problèmes n'était pas dans une éprouvette, mais dans nos forêts. Merci. Alors maintenant, tout le monde peut applaudir de manière silencieuse. Donc, j'aimerais vraiment souligner que l'espace d'innovation et le réseau Matériaux Renouvelables Québec n'existeraient pas si ce n'était pas de nos partenaires. Donc, je tiens à souligner d'abord le Fonds de recherche de la nature et les technologies, le FRQNT, qui clairement, sans leur support, ce type d'initiative-là ne serait pas possible, mais également à tous nos partenaires du milieu, donc FP Innovation, RX Énergie, Sécobois, ainsi que le Ressources naturelles Canada, le ministère de Forêt Fonds de Parc, BVI, la PCHQ et la Communauté métropolitaine de Québec. Donc, sans ces partenaires-là, mais également sans les partenaires, je dirais, des institutions et des gens qui ont osé s'impliquer finalement dans le réseau. C'est ça qui fait en sorte qu'on est capable de collaborer et de partager nos résultats et nos idées pour essayer d'avoir de l'innovation. Donc là, je ne sais pas s'il y en a plusieurs qui ont des questions. Vous pouvez soit les écrire dans le chat ou encore ouvrir votre micro. Moi, j'en aurais une, en fait. Oui. Je me demandais s'il y avait des essences forestières qui étaient qui étaient reconnues comme allergènes plus qu'une autre, puis que vous prévoyez peut-être avoir des problèmes avec. Michel, tu vas, j'y vais. Vas-y. Alors, on pourrait effectivement parler du boulot qui est connu pour que les gens se plaignent. Il faut faire la distinction entre les gens qui se plaignent du boulot à cause du pollen et le fait que nous utilisions des écorces, qui sont deux choses différentes. C'est pas la même, ce sera pas la même forme, pas la même molécule. Niveau allergène, on n'a pas donné les noms pour pas vraiment embêter les gens, trop les noyer. Ce sont principalement les pinènes, les alpha et bêta-pinènes qu'on va retrouver dans les résineux, qui sont connus pour créer des problèmes allergènes chez certaines personnes. Ceci dit, et là on ne peut pas rentrer dans le détail, donc le rapport sera disponible après, je suppose, au public, aux gens qui sont là. Les huiles utilisées, ou qu'on compte utiliser les extraits, on est sur des concentrations à moins de 1% dans la littérature qui ont démontré des effets. Donc, dilué à moins de 1%. Donc, à ce niveau-là, l'effet allergène, sur des essais qui ont déjà été conduits, ont démontré qu'il n'y avait pas d'effet allergène sur les patients. Donc, oui, les études allergènes seront obligatoirement faites. Je pense que Michel pourra rebondir là-dessus, pour Santé Canada et autres, mais aux concentrations auxquelles nous, on envisage de travailler. Et si on s'appuie sur la littérature aux concentrations auxquelles les huiles ont démontré des effets biocides, normalement, on ne devrait pas rencontrer de problème. Merci. Merci beaucoup. On a aussi une autre question de Olivier Nodin. Quels sont vos besoins financiers pour un tel projet?
On n'a pas vraiment calculé les besoins financiers. On connaît environ les coûts de revient d'un kilo d'extrait ou d'huiles essentielles d'après ce que Biostratège et Nordex nous ont donné. Et donc ça, c'est entre 15 et 55 $ le kilo. Mais à côté de ça, c'est sûr qu'il faudra payer, on a conscience qu'il y aurait des coûts au niveau de la main-d'œuvre, des transports et tout ça. Et on avait rapidement réfléchi au financement et on pensait de toute façon valoriser le projet auprès des gouvernements parce que c'est quand même un projet qui s'inscrit dans une logique de développement durable, ce qui est toujours valorisable. Et puis on avait pensé à la possibilité d'un financement participatif et d'utiliser les gens qui osent investir dans notre projet et pour leur donner en fait des prototypes et comme ça nous permettre de faire un suivi qualité et de faire évoluer le projet dans le sens des consommateurs. Il y a une autre question. Merci Marie pour la réponse. Je ne sais pas si Olivier est satisfait avec la réponse. Donc, en effet, je pense que Marie, tu as raison. Moi aussi, j'irais plutôt dans une optique de partenariat de recherche industrielle et gouvernement. Et avec évidemment des universités et des chercheurs qui travailleraient sur ce genre de questions-là pour aller plus loin. Ensuite, Simon pose la question, est-ce que la synergie escomptée entre les huiles essentielles et les extractibles est documentée dans la littérature scientifique? En fait, dans la littérature, il n'y a pas eu de mélange comme ça des huiles essentielles avec les extraits. Par contre, dans mon projet de recherche sur les antigerminatifs avec les pommes de terre, qu'on travaille autant aussi avec les huiles essentielles que les extraits d'arbres, on a été quand même capable, grâce à l'huile essentielle, d'aller rechercher deux effets différents, soit antigerminatifs et antimicrobiens, en combinant ces deux genres d'extraits-là. Donc, je ne serais pas surprise qu'on puisse quand même pouvoir avoir combiné d'autres effets de ce genre-là. Puis aussi, il faut dire que il y a beaucoup de synergies qui vont s'opérer entre les molécules ensemble. Si on prend, par exemple, chacun des composés chimiques seuls des huiles essentielles, il n'y aura pas le même effet que toute la synergie ensemble que procure l'huile essentielle. Donc, on souhaite vraiment que, grâce au mélange, on obtienne un peu ce même genre de synergie, mais on a déjà vu ça du moins dans mon projet de recherche. Merci Michel pour la réponse. On a aussi une autre question de Ingrid qui se demande par extraction, peut-on réussir à sélectionner le type d'huile essentielle que l'on souhaite ou comment allez-vous faire? Là, la réponse vient en 2 temps. Comme dit, je vais rebondir sur ce que vient de dire Michel, du coup, ça tombe bien, ça se souvient. Il y a eu des publications qui ont montré, alors c'était sur l'eucalyptus et l'huile essentielle d'arbre à thé, que les molécules prises séparément étaient moins efficaces que l'huile essentielle en elle-même, démontrant une synergie. Donc, nous, pour l'extraction, on va chercher l'huile dans son ensemble, on ne va pas chercher une molécule. Ce qui déjà est un avantage, il n'y a pas besoin de faire de purification supplémentaire. Maintenant, pour les techniques d'huile essentielle, alors je ne sais pas si, Claude, tu peux me montrer les slides de réserve. On a fait un screening de ce qu'on va chercher, nous. Quand on parle d'huile essentielle et d'extrait, on a déjà fait un screening de qu'est-ce qu'on veut à la fin. Donc là, voilà, vous allez pouvoir voir. On va chercher ce mélange-là. Donc ça, par exemple, avec le sapin baumier, c'est une extraction par distillation à la vapeur. À la fin, vous avez tout ce mélange-là. Donc, c'est pas juste de la littérature du labo. Là, on est carrément sur une formulation industrielle. Donc, nous, on va chercher le mélange. On ne va pas chercher l'alpha et le bêta-pinène, par exemple, seul. On va chercher la combinaison alpha-bêta-pinène, limonène, camphène, acétate de bornyle et bêta-phélandrène. Donc, les techniques d'extraction, on va rester sur du classique qui se fait dans l'industrie. Ça va être de l'entraînement à la vapeur, ça peut être du mélange, c'est liquide-solide, donc par exemple avec de l'éthanol, ou ça peut être une nouvelle technologie, mais qui est très peu implantée au Canada, qui s'appelle la détente instantanée contrôlée, qui est en fait une mise très rapide sous vide de l'extrait, qui se fait à froid. Donc voilà, on cherche l'extrait, l'entièreté des molécules qu'on peut récupérer en une seule fois. Ce n'est pas séparé. Donc, les huiles essentielles, au final, les technologies sont déjà là. On va rester sur du classique, donc entraînement à la vapeur principalement. Et on n'a pas besoin de cibler spécifiquement une molécule en particulier. Si je peux juste continuer sur ta réponse, Olivier. En fait,
chacune des espèces d'arbres va surtout avoir une huile essentielle en particulier. C'est différent que si on fait une extraction à l'eau ou avec un autre solvant comme les solvants organiques. Dans le fond, l'huile essentielle de sapin baumier va quand même rester à peu près la même au niveau des molécules. Ce qui va changer, par contre, va peut-être être au niveau des concentrations, selon surtout si j'ai un sapin qui pousse plus dans la région de l'ouest ou de l'est, je donne un exemple comme ça, ou s'il y a plus de soleil, moins de soleil, etc., ça va plus jouer au niveau des concentrations, mais en soi, l'huile essentielle va quand même rester la même et ça va être différent qu'un extrait à l'éthanol. Bonjour. Hello. Oui. Oui. Je suis content de votre présentation là. C'est un beau projet. Et quand même, j'ai une contribution et une question. Par exemple, pour les huiles essentielles, donc c'est extractible par exemple par Clevenger, entraînement à la vapeur d'eau, mais sauf que parfois c'est un peu difficile d'obtenir beaucoup de quantité, quoi. Elles sont en faible quantité la plupart du temps. J'ai eu à travailler un peu avec dans le passé. Et en plus, leur solubilité aussi pose problème. Est-ce que vous avez regardé, par exemple, à ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous prévoyez? La solubilité pose problème. En plus, la solubilité, et est-ce que vous pensez, par exemple, faire une quantification une fois avoir, comme vous ne faites pas de purification, vous travaillez avec l'extrait total, par exemple, d'huile. Est-ce que vous pensez faire une quantification, c'est riche en alpha-pinène, bêta-pinène ou bien limonène, genre comme ça? Est-ce que c'est prévu dans vos études? C'est intéressant aussi. Ça sera force. Michel, tu veux y aller? Oui, dans le fond, le pourquoi qu'on a utilisé la technologie de nébuliseur pour vraiment, en fait, ça nous permet de pouvoir diluer dans l'eau nos huiles, mais quand même d'avoir une répartition homogène dans chacune des gouttelettes que va produire le nébuliseur. Donc, c'est sûr que oui, quand on dilue de l'huile essentielle, normalement dans de l'eau, ça se mélange pas, mais grâce au nébuliseur, on arrive vraiment à avoir quelque chose de très homogène. C'est sûr que si on va mélanger en plus de ça là-dedans des extraits, qui vont être dilués dans de l'eau ou éthanol, le fait qu'on ait des ultrasons, ça va permettre encore d'augmenter notre homogénéité. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi vraiment la nébulisation. Pour les concentrations et le suivi des molécules, c'est sûr que ce sera à regarder, surtout si pour obtenir une homologation, là, il y a quand même différents niveaux d'homologation selon qu'on va aller chercher un désinfectant ou juste un produit naturel, tout dépendamment de nos résultats aussi en expérimentation. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va regarder, notamment par GCMS, par exemple, pour les molécules volatiles. Puis Olivier, je peux te laisser continuer sur cette partie-là un peu plus chimique. Juste pour rebondir par rapport au mélange, effectivement, la solubilité est un problème. Je vais juste citer un essai clinique qui a été fait en Italie où, dans un hôpital, on vous en a parlé tout à l'heure, ils ont mélangé 5 huiles essentielles. 5 huiles dans un seul nébuliseur et en sortie, ils ont analysé chaque gouttelette. Ils ont observé que malgré le fait que c'était un mélange de 5 huiles, donc on parle de plus de 50 molécules différentes, on avait une composition homogène dans chaque gouttelette. Chaque gouttelette qu'on avait statistiquement à peu près la même composition de toutes les huiles, peu importe leur proportion. Donc, c'est pour ça que cette technologie, le phénomène de cavitation induit par les ultrasons, permet vraiment de passer outre le problème de solubilité, sachant qu'on peut utiliser dans des nébuliseurs à la fois des solutions alcooliques ou aqueuses, voire des mélanges. Donc voilà, c'est juste pour finir sur le point de Michel. On a quand même plusieurs... Oh, pardon, tu peux continuer sur les réponses qu'ils ont données, Michel et Olivier. Je ne sais pas, est-ce que ça... On dirait que ça a coupé? C'est correct. OK.
OK. Bon, il y a quand même eu beaucoup de questions dans le chat. Je vais essayer de ne pas en oublier une, mais n'hésitez vraiment pas à me reprendre ou à ouvrir votre micro pour les poser. Donc, il y a Clem qui pose la question qui portera par la suite le projet? C'est un industriel qui veut bien financer? Moi, je renvoyerais la question même à un mentor qui serait prêt à déposer une demande de subvention. Ah, mais je vais intervenir ici, Simon, ici va intervenir. Euh, il existe plein de possibilités, là. Mais il y en a une intéressante, ça s'appelle le Mitax Entrepreneur. Donc, c'est vous autres, les étudiants, qui financez votre propre bourse pour faire un projet de recherche qui va mener au développement d'une entreprise. Fait que pensez-y, ça peut être intéressant. Vous envoyez un montant d'argent au Mitax, puis le Mitax vous renvoie le double. Fait que c'est assez intéressant. Moi, je pense, si le Clem qu'on a dans les participants, c'est notre Clément, c'est-tu Clément Villemont? C'est-tu on Je sait, sais, j'en ai aucune idée. on sait pas c'est qui. Il va falloir qu'il se dévoile Non, lui-même. c'est Clément qui est en France avec moi. Et je Ah, pense ok, qu'il c'est est pas correct. Non, c'est intéressé pas par ça. Ok, c'est pas un agent de mi-taxe, mais on pourrait vous mettre en contact avec un agent de mi-taxe. Puis en passant, les mi-taxes sont à rabais de ces temps-ci. Donc, mi-taxe paye 75% du projet. Ça veut dire que ça coûte seulement 25% du projet aux partenaires. Fait que c'est toute une aubaine. S'il y a des partenaires privés actuellement comme participants, pensez-y. Vous avez là 3 potentiels candidats de bourse mi-taxe. Donc, voilà. Génial. C'est une très bonne offre. Donc, je vais poursuivre avec d'autres questions. La prochaine question que j'ai vue, c'est celle de Kevin Lajoie qui pose la suivante. Selon votre revue de littérature, quelles sont les principales familles d'extractibles qui démontrent des propriétés antivirales dans les huiles essentielles? Terpènes, flavonoïdes. Du coup, je pense qu'on peut revenir sur le tableau de tout à l'heure. On ne va pas y couper. Ça va être beaucoup plus simple. Okay. Je vais partager, oui. Dans les huiles essentielles des essences qu'on a, et dans les extraits, les huiles essentielles des essences qu'on a sélectionnées, ça va être le pinène, enfin l'épinène, le limonène et bétuline et acide bétulinique principalement, donc des terpènes et des flavonoïdes. Je parle sous le contrôle de Michel si je dis une bêtise, qui eux ont des extraits antiviraux. Donc qu'est-ce que c'est? Voilà, donc voilà, on a chaque fois, on a screené de nous-mêmes donc ça, par exemple, ce que vous avez ici, donc le sapin baumier, les mélanges que vous avez sont des moyennes de différents fournisseurs d'huile. On a été les chercher, d'huile essentielle, on a été prendre leur composition à chaque fois. On a fait une moyenne de ce qu'ils avaient en fonction de où ils extrayaient et on a regardé les effets de chaque molécule séparément. Donc là, c'est une revue de littérature qu'on a fait de notre côté. Les petits numéros sont des revues des articles scientifiques qui seront disponibles dans le rapport à la fin. Donc n'hésitez pas si jamais vous voulez les consulter. Pas mal de molécules très différentes les unes des autres ont des effets, donc principalement l'épinène, le limonène, que l'on retrouve dans le cas du limonène dans l'huile essentielle d'eucalyptus et dans l'huile essentielle d'arbre à thé, qui sont connues comme étant deux huiles essentielles aux propriétés désinfectantes extrêmement prometteuses. Ben, il faut vraiment bien regarder. C'est vrai que l'activité est Et puis, donc, vous avez après donc, la bétuline qui est très connue. Je sais que l'UQTR avait travaillé pas mal dessus. J'ai vu qu'il y avait Isabelle qui était dans le public, qui pourra en parler plus que moi, ou Simon, avec une de nos collègues, Nariman, qui a travaillé là-dessus notamment. Donc, la bétuline qui est connue aussi pour avoir ses effets, qui est notamment présente dans le bouleau. Mais à ceci près, la petite parenthèse, le bouleau, l'huile essentielle de bouleau que vous trouverez sur le marché, peut-être que des gens pourraient me faire la remarque. Pour nous faire la remarque, souvent, les ingrédients essentiels, c'est du méthylsalicylate qui est un anti-inflammatoire. C'est normal parce qu'il s'agit d'une extraction à l'eau. Et c'est là où je rebondis tout à l'heure sur l'intérêt de l'extraction. Si on extrait le bouleau à l'eau, on n'aura que le méthylsalicylate. Et si on extrait à l'alcool, à l'éthanol, là, c'est là par contre où on va extraire la bétuline. Donc voilà, pour cette digression étant, vraiment, les antiviraux, c'est beaucoup de familles de molécules aux structures très différentes. Pardon. Aux structures très différentes. Claude, si tu peux aller sur les deux dernières diapos pour montrer très rapidement à quel point les structures diffèrent. Voilà, donc là, vous avez la bétuline et sur la diapo d'avant, si vous regardez les terpènes, on n'est pas du tout sur la même complexité de molécules. Donc voilà, c'est flavonoïdes, terpènes principalement, même s'il y en a beaucoup d'autres dans le bois, des molécules antivirales, mais tout est question de concentration et de technique d'extraction.
j'ai entendu mon nom, fait que je vais juste continuer. C'est Isabelle ici. Je vais juste commenter les molécules qu'on dit antivirales. Il faut juste vérifier dans la littérature, sont antivirales à quelle étape de la réplication ou du cycle de vie du virus. C'est sûr que j'ai vu bétuline, acide bétulinique et autres. S'ils bloquent une protéase ou une réplicase du virus, ils ne sont pas vraiment utiles pour un agent de nettoyage parce que c'est pas vraiment, quand tu veux nettoyer une surface, tu ne veux pas bloquer la réplication du virus. Le virus est latent, il ne bouge pas. Donc, vous voulez plus aller vers la destruction des particules virales qui vont être sur une surface. C'est mon petit commentaire. Mais bravo à l'équipe en passant. Alors, je vais juste rebondir, et je suis d'accord pour la bétuline. Pour le pinène et limonène, par contre, c'est vraiment l'adhésion du virus à la cellule. Et les études qu'on a trouvées, qu'on a mis dans les l'étude utilisateur qu'on a faites, là, par contre, c'est vraiment sur des particules virales libres dans l'atmosphère que l'effet antiviruside a été étudié. Donc, on a au moins le pinène et limonène qui sont intéressants. Je ne sais plus, on est rendu où avec les questions. Je ne sais pas si Christine, tu les as lues. Oui, on était rendu à la question d'Olivier Naudin qui demandait les fonds de venture capital privé ou public. Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est à moi de répondre dans ce qu'on s'était organisé, mais je ne suis pas sûre de comprendre non plus. Mais je pense qu'a priori, de comment on y avait réfléchi, ce serait plutôt public. Parce que vu que c'est... Enfin, je sais pas. Je suis pas sûre de comprendre, mais je pense que ce serait plutôt public a priori comme ça. Je sais pas si les autres sont d'accord, mais... Au moins, le développement recherche, ce serait public. Ouais, je pense. Okay. Moi, je pense, en effet, je pense que ce serait peut-être justement de commencer avec des programmes qui joignent l'argent d'investissement privé et public. Oui, c'est ça, ou qui financent la recherche et tout ça, je sais. Ouais. Donc, la prochaine question, c'est celle de Charles, si je ne me trompe pas. Donc, Charles a lu que la majorité de l'efficacité de nettoyage venait en bonne partie du frottement physique, donc pas seulement du produit désinfectant. À quel point la nébulisation d'huiles essentielles peut réduire la charge virale dans un espace durant la nuit? Est-ce que l'effet ne serait pas redondant par rapport au nettoyage qui aurait probablement lieu de toute manière? On l'attendait, celle-là. Je vais commencer, je vous laisserai compléter. Alors, le nettoyage physique, là, je vais faire une aparté. Je vais faire une aparté sur la boucherie. Quand vous consultez des bouchers, ils vous diront qu'ils préfèrent couper la viande sur des planches en bois que sur des planches en plastique. Pourquoi? Parce que le bois, sans le frotter, a un effet désinfectant. Les bactéries tiennent beaucoup moins longtemps sur le bois. Donc, l'effet physique, je ne suis pas d'accord sur l'effet frottement physique. Ce n'est pas le seul en cause. Ça, c'était la petite parenthèse. Maintenant, la problématique du nettoyage, des études qu'on a pu compulser montrent qu'un nettoyage manuel par une personne n'est efficace qu'à 66% dans une pièce. Pour des raisons d'accessibilité, pour des raisons de temps passé, pour des raisons également, dont on a parlé dans la présentation, d'irritation. Souvent, les produits chimiques, les désinfectants qu'on utilise, il y a une odeur, il y a des effets au niveau des yeux, donc il y a un inconfort. La nébulisation, là, va être intéressante parce qu'elle permet une désinfection de la pièce, vu qu'on projette les gouttelettes partout dans l'espace, une désinfection d'une pièce supérieure à 90%. Plus de 90% de l'espace, donc ça, c'est des études qui ont été menées, vont être nettoyées par nébulisation. Donc voilà l'avantage de la nébulisation par rapport au ménage classique. Et des entreprises, notamment en France, de nettoyage industriel, utilisent d'ores et déjà des nébuliseurs portatifs plutôt que l'éponge et le produit classique. Et en quoi la nébulization d'huile peut réduire la charge virale d'espace durant la nuit? Pour vous donner une idée, ils ont fait des études donc au-delà du nettoyage qui est beaucoup plus poussé. Une chambre traitée manuellement par rapport à une autre chambre d'hôpital traitée par nébulisation, on a vu une différence. La chambre traitée par nébulisation d'huile essentielle a vu une diminution des bactéries, des champignons et des virus de l'ordre de 30% pour les virus et de 60% pour les champignons. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question, Charles. Oui, merci. Ouais, bon, en fait,
quand tu parles de charge virale, moi je pense que charge virale, c'est plus que quand le virus est en train, par exemple, de se répliquer dans la cellule. Mais vu que c'est des produits de désinfectants comme ça, est-ce qu'on peut se permettre de parler de charge virale? Lapsus de ma part, concentration microbienne, ou concentration virale, si vous préférez. C'est pas vraiment, j'ai pris le mot charge virale qui est peut-être mal choisi. C'est la concentration de virus par analyse de l'air avant et après qui a été dosée. Donc, Ingrid Calvez qui pose la question suivante. Pour ce type de solution désinfectante à base d'huile essentielle, pourquoi ce n'est pas plus développé finalement? Alors, les utilisations d'huiles essentielles, elles sont développées, mais plus peut-être dans des espaces personnels par des personnes seules. Et en fait, nous, de ce qu'on en a pensé, c'est que c'est peut-être aussi peu analysé. Et il y a eu peu de processus complets qui ont été faits pour montrer les effets désinfectants et pour être homologués en tant que désinfectants. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'en fais comme analyse. Après, il y a peut-être aussi des problèmes d'approvisionnement parce que ça reste cher vu que la quantité d'huile essentielle extraite par kilo de résidus, c'est environ 10%, donc c'est quand même assez contraignant, je pense, pour s'approvisionner et faire des grandes quantités. Je ne sais pas si vous voyez autre chose. Peut-être l'application aussi, les produits chimiques qui sont faits par l'industrie. Moi, je viens de là. C'est beaucoup. Bon, il y a le prix, comme vient de le dire Marie, et puis l'application, vous prenez directement votre produit sur votre éponge, vous frottez avec une huile essentielle, vous ne pourriez pas le faire. Donc, ça demande un appareillage supplémentaire, ce qui est une complication également. Et puis, tout simplement, vu qu'il y a déjà des choses en place qui étaient efficaces jusqu'à présent, pourquoi aller s'embêter à aller chercher autre chose? Merci pour les réponses. Après ça, il y a aussi Houssen Awada qui pose la question suivante. Avez-vous une idée sur le temps de contact d'huile essentielle avec le virus pour le désactiver? C'est une excellente question. En fait, j'ai pas lu ça dans la littérature précisément. Par contre, pour rencontrer les normes d'homologation à titre vraiment de désinfectant, c'est vraiment très, très strict et c'est vraiment pas beaucoup de minutes, là. Si je ne m'abuse, c'est de l'ordre de moins de 10 minutes et même, je pense que c'est plutôt inférieur, vraiment plus que ça, là. Mais il faut vraiment que ce soit très efficace très rapidement. Mais pour des tests avec l'essentiel, je ne sais pas si les autres auraient lu ça. Je crois que non, moi, j'ai pas d'idée comme ça. La seule durée qu'on pourrait vous donner, qu'on a trouvé en tout cas, c'est une nébulisation dans une pièce et un contrôle 2 heures après. Donc, 2 heures, la diminution du virus. Mais après, le temps vraiment de contact direct, je ne vais pas m'avancer. Donc, ce serait des études à poursuivre pour essayer de répondre de manière plus rigoureuse à cette question-là pour s'assurer vraiment de l'efficacité. Et qui est d'ailleurs dans le plan expérimental. Vous avez pensé à tout. Donc, il y a Célène qui pose... Je me permets d'intervenir, s'il vous plaît. Ma question fait référence parce que l'huile essentielle est très volatile. Ça a été dit au départ aussi. Donc, ça va dans ce sens aussi. C'est très long. Est-ce que vraiment l'huile a le temps de désinfecter le virus, de désactiver le virus ou pas? Ce serait bien de tester cette partie. C'est sûr que nous, dans l'idée, l'huile essentielle, c'était vraiment pour avoir les effets thérapeutiques. L'effet désinfectant serait plutôt obtenu par les extraits en soi qui sont des molécules beaucoup plus lourdes, donc qui ne sont pas volatiles et qui vont se retrouver directement à la surface. C'est ça. Éventuellement, pour rebondir sur la désactivation, alors il y a 2 publications. Quand on vous parle de virus, les effets antiviraux ont été testés, on ne vous l'a pas précisé, mais sur herpès, 2 types d'herpès, mais principalement sur HIV et sur la grippe influenza. Et il y a deux études donc, faites dans des cliniques, dans des chambres d'hôpitaux, qui ont été faites où ils ont pulvérisé dans l'air, c'était de l'eucalyptus, de l'arbre à thé et de l'huile essentielle de citron. Et ils ont fait des études avant-après et ils ont noté une inhibition du virus influenza de 99,5%, donc du virus dans l'air, donc par dispersion, par débulation de ces particules-là, de ces huiles essentielles-là.
Donc, je ne peux pas vous dire la rapidité ou le temps de contact. Par contre, a priori, le fait de nébuliser un composé volatile comme les huiles essentielles n'empêche pas l'inhibition des virus dans l'air. C'est au moins ce qui ressort de la littérature. D'ailleurs, Solène pose la question suivante pour faire un bond parce que tu dis que ça a été testé avec d'autres huiles essentielles. Solène se demande, est-ce que ce serait possible d'envisager d'autres essences de bois ou encore est-ce que justement il y a d'autres solutions qui sont plus efficaces que celles que vous proposez? L'eucalyptus et arbre à thé sont dans la littérature ceux qui ressortent le plus souvent. La problématique que nous, on en a discuté entre nous, l'arbre à thé, l'eucalyptus, quand vous faites des mélanges, c'est deux zones géographiques différentes au niveau de la production. Donc, il faut les produire. Faut ensuite, souvent, ils sont traités à l'autre bout du monde pour être revendus à un autre encore endroit. Nous, on a vraiment réfléchi sur une solution totalement locale, c'est-à-dire une essence locale avec des molécules extraites par des entreprises locales pour une utilisation locale. Donc, beaucoup moins de transport à travers le monde, sachant que surtout qu'avec la pandémie, les transports sont quand même beaucoup plus limités maintenant. Puis juste pour rebondir sur ta réponse, Olivier, c'est pas parce que dans la littérature, on voit plus parler de l'eucalyptus ou du thé que tu parles. C'est peut-être simplement le fait que ça a été moins étudié avec nos espèces à nous au Québec simplement, sans nécessairement que ce soit plus efficace avec l'eucalyptus. Merci pour vos réponses. Je ne sais pas si je peux ajouter, on avait aussi dans la suite des projets, comme Michel l'avait dit, peut-être envisager de travailler avec des espèces mal aimées ou quoi, comme, qui sont peu utilisées et valorisées au Québec, mais c'est un peu une étape suivante. Donc ça reste à voir si elles ont un intérêt aussi par rapport aux espèces qu'on a choisies. Oui, donc c'est ça. Comme vous le dites, le projet a été pensé de manière très circulaire, donc l'économie circulaire, puis ensuite l'achat local qui est de plus en plus mis de l'avant par nos gouvernements de manière générale. Ça entre dans la ligne de compte. Donc, il y a Simon qui revient sur Mitac, qui nous en a un peu parlé tantôt. Kevin se demande également, pensez-vous que les ultrasons pourraient altérer la nature des molécules actives? En théorie, oui. En pratique, sur l'analyse des gouttelettes qui a été faite par GCS en sortie du net de nébulisation, les spectres montrent, on retrouve les pics caractéristiques des molécules telles quelles. Et a priori, dans la Documentary Information, il ne parlait pas d'apparition de nouveaux pics. Donc, il y a toujours un risque, surtout avec nous des extraits qui n'ont jamais été testés comme ça, et c'est forcément quelque chose à... Mais sur ce qui a été, en tout cas, fait et publié, surtout publié au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'effet négatif sur la structure. Sachant qu'on a quand même d'un passage dans les ultrasons de l'ordre de la seconde. Les ultrasons sont appliqués, le temps de former la gouttelette, c'est enlevé. Si on parle de réaction dans des cuves à ultrasons qui durent des minutes ou des heures, on n'a pas les mêmes effets qui seraient en jeu. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a des extractions qui sont faites par ultrasons et là, ils ont en effet observé des oxydations de composés. Mais nous, vu que ce serait juste pour disperser en fait la solution, ce serait beaucoup plus court. Donc, j'imagine que ça va limiter le risque de dégradation des composés. Enfin, si je peux me permettre, effectivement, l'ultrason, il faut des temps courts pour éviter toute dégradation. J'avais testé sur certains polyphénols. Ouais. Donc nous, je pense que ça irait pas. Je ne sais pas si Olivier, tu avais vu le temps en fait que ça mettait à se nébuliser, mais je pense que c'est super court. C'est moins de 10 secondes. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Moins de 10 secondes. Et puis également, j'y pense maintenant à des points, on n'est pas sur les mêmes fréquences. Les fréquences de vibration ne sont pas les mêmes pour l'extraction que pour ce type d'application. Ça a aussi son importance dans ce genre de technologie. Kevin avait l'air satisfait avec son pouce en l'air suite à votre réponse. Merci Mariana également pour l'ajout d'informations. Aussi pose la question, quel est le pH de votre solution finale? Savez-vous si la neutralité sur l'homme est démontrée dans la littérature? Pouvez-vous aussi solliciter des pays en France? Tout ce qui est côté pH, exactement pour ces extraits-là, je ne sais pas. Mais je sais que quand je travaille moi, avec les extraits dans mon projet de recherche, c'est plutôt acide, de l'ordre de peut-être 5, 6, tout dépendamment aussi du type d'extraction, ça doit jouer aussi. Mais on avait déjà regardé
pour tamponner dans quoi qu'on le soluisait. Et puis, on gardait quand même l'effet. Donc, j'imagine que oui, ça serait quand même possible d'avoir un extrait relativement neutre. Je donnerai un complément d'information, mais peut-être avec la question d'après que je vois passer, qui est en lien au final. Vas-y, Olivier. Du coup, je vois la question d'après qui nous demande si on a une idée des doses et concentrations pour avoir un effet avéré de là ou des molécules. Donc là, on en revient à nos fameuses expérimentations en hôpitaux. Il y en a eu plusieurs en Allemagne et en France. Les doses, les concentrations, on est de l'ordre de 0,02 à 1% grand maximum. Et donc, c'est là où j'en reviens sur, je voulais faire le complément d'information sur le pH. À chaque fois, l'huile est dissoute, est diluée dans de l'eau. Et on est dilué à 0,2% en moyenne. Donc, même si le pH est légèrement acide, comme dans le cas d'extrait de Michel, à une telle dilution, on va forcément revenir sur un pH beaucoup plus neutre. Donc voilà, pour les doses et concentrations de ce qui a été testé en auto sur patient, donc dans les chambres, et donc dans des chambres avec et des chambres sans patient, on était à moins de 1% en concentration. Donc, c'est bien. Deux questions l'une à la suite de l'autre qui se complètent assez bien. Je ne sais pas si ça répond bien aux questions qui ont été posées. Sinon, la prochaine question vient de Leandro Passerini, qui était également un mentor, qui demande: est-ce qu'il serait possible, une fois les molécules d'intérêt identifiées, de les produire au labo pour une production à large échelle? Produire veut dire, dans ce cas, synthétiser. Mais c'est sûr que c'est quand même, je crois que c'est possible de les synthétiser. Tu pourras me confirmer là-dessus, Olivier. Mais par contre, je crois pas que ce soit la meilleure des approches, simplement par le fait que ça a été démontré que les composés seuls n'ont pas du tout le même effet qu'on recherche, qu'il y a vraiment une diminution de l'activité, que c'est vraiment l'ensemble des molécules qui offrent l'effet désinfectant et thérapeutique qu'on recherche. Donc, il faudrait vraiment pouvoir, dans cette approche-là, pouvoir synthétiser chacune des molécules pour ensuite toutes les remélanger. Et je ne sais pas à quel point que ça reviendrait plus avantageux que de juste extraire, même si notre rendement d'extraction est autour de 10%. Il faudrait vérifier, mais à mon avis, je ne penserais pas que ce soit plus avantageux. Juste avant que... Vas-y, Marie. Ouais, juste avant que tu répondes, je pense que si on les synthétisait, ça sortirait aussi un peu du schéma que nous, on aimait bien aussi de valorisation et d'économie circulaire dans une région donnée. Du coup, je ne suis pas sûre que ce soit dans notre intérêt. Enfin, ce serait dans notre intérêt parce qu'on aurait plus de matière, mais ce ne serait pas dans notre intérêt en termes d'éthique, peut-être même. Donc, moi, comme ça, dans l'idée, je ne serais pas forcément pour, par exemple. Non, et puis alors là, du coup, le chimiste en moi va être obligé de parler. Ça serait une horreur absolue. Le pinène, vous avez l'alpha et le bêta, mais ce que vous n'avez pas, parce qu'on ne présente pas tout, ces deux molécules, alpha et bêta, ont aussi des plus et des moins. Donc, il y a des isomères. Pour les synthétiser, il va falloir utiliser des catalyseurs métalliques et ensuite, pour les purifier, des colonnes de séparation particulières. Et je ne vous parle même pas du PO, de la bétuline, qui sont des structures qui sont encore, c'est l'horreur. Je connais des laboratoires avec lesquels je suis passé qui se cassent les dents depuis 15 ans et qui sont contents d'arriver à les avoir en 20 étapes et d'avoir 0,2% de rendement au bout de 20 étapes. Donc, les synthétiser, oui. De façon rentable, non. Et propre, encore moins. Et encore une fois, je rejoins Marie et Michel quand elles parlent du fait que c'est le mélange qui est intéressant. Donc, c'est synthétiser séparément pour les remélanger, ça serait un non-sens total au final. Je ne suis pas optimiste, mais je suis certaine que ta réponse est excellente. Après, au niveau il y a Charles qui demande, au niveau des volumes approximatifs, vous en avez glissé un mot, mais peut-être juste pour répondre à sa question. De quel volume approximatif d'huiles essentielles on a besoin, par exemple, pour nébuliser des huiles essentielles dans un métro durant la nuit? Est-ce qu'on a besoin de 50 000 litres ou jusqu'à 50 000 litres, par exemple? Le volume d'huile essentielle, il va être relativement faible parce qu'on travaille avec des concentrations. Les études qu'on a vues, en tout cas, travaillent avec des concentrations de 0,02, je crois, %. Donc, c'est quand même très, très faible. Donc, là-dedans, même si ça demande finalement une grande quantité de solutions nébulisées, la quantité de solutions d'huile essentielle pure est quand même relativement faible. Et après, pour un métro, j'imagine que ça dépend de la taille et ça dépend de la fréquence à laquelle
on nébuliserait la solution. Et ça, je sais pas si les autres ont une réponse sur ça. C'est vrai que ça a été peu étudié, puis on n'est pas forcément parti non plus là-dedans. Il y aurait des études à faire. L'un des chiffres que j'aurais en tête tout de suite, c'est donc c'était 100 microlitres d'huile essentielle dans 500 ml d'eau dans une chambre de 20 mètres carrés, donc pendant 8 heures, pendant toute une nuit. Donc avec 500 ml d'une solution, mais ne contenant elle-même que 100 microlitres d'huile, on faisait 20 mètres carrés. Alors en pieds carrés, je vous laisse faire la conversion, je suis désolé. Tout va dépendre de la surface que vous allez avoir. Il y aura, de toute façon, c'est toutes des études qui vont être à faire en fonction de l'efficacité des composés. Mais on est vraiment, comme redire ce que dit Marie, je vais être redondant, mais sur des concentrations tellement faibles que vous mettez, vous mettez même pas 1%. Ok, merci. Génial. Là, Christine, je ne sais pas si tu cibles la prochaine. J'ai perdu dans le chat. J'en étais où? Je suis en train de chercher. Là, c'est vrai, il y a plus des commentaires. Oui, c'est ça, exact. Je suis rendue à 3h56. Attends, là. Il y en a une à 3h53. Bon, ben, Simon a l'air très enthousiaste. En attendant, je peux lire ce commentaire-là. En tout cas, moi, j'approcherais Chappais ou la MRC dans le cadre du programme d'usage municipal du FRQNT pour démarrer un projet. À mon avis, ça coûterait 10 000 $ sur 2 ans à Chappais ou sans MRC pour avoir 100 000 du FRQ. Tout un deal. Je ne sais pas si quelqu'un du FRQ ici qui est prêt à corroborer ce que Simon avance. Mais c'est un programme pilote de financement qui place les villes au cœur des écosystèmes de recherche du Québec. Puis, je pense que justement, c'est un bon projet régional qui a énormément de synergie avec d'autres entreprises. Donc, moi, j'y vois un grand potentiel. Oui, Claude, c'est Mariana. Il y a la Stéphanie Houd de la ville de Chappais qui est connectée, qui est à l'écoute et qui est aussi, donc la ville de Chappais est aussi actionnaire de Nordex et porte ce projet depuis plusieurs années maintenant. Donc, je pense qu'il y a vraiment un véritable intérêt à se pencher là-dessus. Je ne sais pas, Christine, si tu as vu le commentaire à 3h53 de Rosillet. Oui, c'est ça, ouais. On peut le lire, là. En fait, Rosillet disait « J'ai lu rapidement un texte qui parlait de la nébulisation avec les huiles essentielles. Ceci disait que la nébulisation pourrait avoir plutôt des effets contraires que les effets souhaités, car les particules en suspension augmentent l'humidité de l'air et le temps de survie du virus. » Est-ce que tu voulais commenter? Quelqu'un voulait commenter? Alors, moi, je serais ravi de voir cet article-là. Nous, de ce qu'on a vu, c'est des études qui ont été faites dans des hôpitaux ou des maisons de retraite où ils ont nébulisé donc, des mélanges d'huiles essentielles, jusqu'à 5 huiles essentielles, avec analyse de l'air avant et après, où ils ont vu une diminution des charges en champignons, en bactéries, en virus, en général, et également, c'est là où il y a l'effet intéressant, les patients des chambres qui avaient été traités comme ça avaient moins de symptômes inflammatoires que les autres. Et dans le cas d'une maison de retraite en France, la nébulisation des chambres, en présence et en absence des particuliers, a démontré en période hivernale une diminution de 70% des maladies hivernales, grippe, bronchite et rhume. Donc, on en revient un peu à l'effet inflammatoire. Donc, nous, on a vu plutôt des effets positifs dans des études qui ont été menées sur des poules de 100 à 300 patients dans des cadres hospitaliers donc contrôlés. Alors après, peut-être que cette étude-là dit l'inverse. J'aimerais bien la lire. Je peux revenir quand même sur l'humidité. L'avantage de la nébulisation, on vous en parlait rapidement tout à l'heure, c'est qu'on peut contrôler la taille des particules avec pas mal d'appareils disponibles dans le commerce. Et sur une taille de particules de 4 microns, il n'y a pas l'effet humide. C'est-à-dire, on est à une telle physique que l'effet humide n'apparaît pas. Donc, votre sol n'est pas mouillé. Il n'y a pas d'augmentation de l'humidité de l'air dans ce cas-là. Après, pour le temps de survie du virus, je ne peux pas me prononcer. Il faudrait qu'on lise le papier pour pouvoir en dire plus. Je pense que justement, avec cette réponse-là, tu réponds entre autres aussi à la question de Franck qui se demandait s'il y avait des études qui ont été faites avec la présence humaine ou pas. Donc, ça répond quand même bien. Moi, je trouve cette étude-là, la manière dont tu l'as sortie, moi, je trouve que c'est ça répond bien à notre produit, disons. Sinon, j'allais juste dire, il y a aussi un commentaire intéressant là, de Simon qui dit qu'il est curieux de connaître la réceptivité des entreprises de location de véhicules comme Communauto, Uber,
ou des organismes comme Uber pour financer la recherche sur le sujet, puis que ça pourrait être une niche intéressante pour une nouvelle entreprise. Au vu des problèmes d'Uber en ce moment, je ne suis pas sûr qu'ils accepteraient, malheureusement. Ouais. En tout cas, il y a vraiment une très belle synergie qu'il y a à faire avec tous ces projets-là, avec le projet puis d'autres entreprises qui sont déjà installées en place et qui pourraient valoriser encore plus les résidus. Il y a Annabelle Saint-Pierre qui est également une de nos mentors qui pose la question « est semi-synthétique ». Ça permettrait d'utiliser un métabolite de la nature et d'augmenter son efficacité ou la biodisponibilité suite à une modification chimique. Est-ce que c'est envisageable? Ben, c'est sûr que pour augmenter l'efficacité, j'imagine qu'il y a toujours la possibilité d'ajouter comme des ammonium quaternaire. Olivier, tu pourras en rajouter. Mais ça restera, est-ce qu'on veut plutôt vraiment un produit 100% naturel ou ça dépendra vraiment surtout de l'éthique qu'on veut avoir avec ce produit-là? Je ne sais pas si, Olivier, tu veux renchérir là-dessus. Juste une chose, peut-être, comme on vous l'a signalé, il est vrai qu'il y a une étude, il y en a très très peu qui ont été faites, et ça c'est bien dommage, où ils ont acheté les standards de chaque molécule et ils ont testé par rapport aux huiles essentielles. Donc c'était arbre à thé, eucalyptus, et ils ont démontré que les huiles essentielles, l'ensemble était meilleur que la somme des parties. Donc là, en modifiant l'une des molécules, est-ce qu'on ne risque pas de la même façon de casser cette synergie fragile? Ça pourrait être intéressant, mais ça c'est sûr que ça sera étudié. Mais le ratio risque-bénéfice, on a quelque chose qui fonctionne, qui vient de la nature. C'est un équilibre qui est déjà assez fragile et qui a été mis en place par la nature depuis des siècles, voire des millénaires. Donc nous, avec nos grosses pattes, en venant le modifier, est-ce qu'on ne va pas tout perdre au niveau des effets? Ou alors est-ce qu'on va gagner un effet positif, mais pour avoir à côté 50 effets négatifs de plus? Malheureusement, dans la chimie, notamment dans la chimie médicinale, vous rajoutez un CH3, donc vous rajoutez 4 atomes de plus sur une molécule, vous la transformez d'anti-inflammatoire en poison mortel. Donc c'est toujours un équilibre extrêmement précaire. Oui, d'ailleurs, un commentaire d'Olivier Nodin qui dit qu'on devrait rester sur un produit 100% naturel, ce serait beaucoup plus vendable. Puis j'abonde également sur, disons, l'orientation du projet et des personnes qui ont travaillé là-dessus, comme quoi que justement on vise plutôt des produits, des solutions vertes qui sont à la base de l'économie circulaire et locale de notre idéation. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des commentaires, soit des mentors ou encore peut-être Pierre, je vois que tu es en ligne aussi, peut-être qu'il y aurait vous pouvez ouvrir vos micros pour qu'on ait une discussion maintenant qu'il n'y a plus de questions dans le chat. Vous pouvez ouvrir vos caméras aussi, là, si vous voulez. Alors peut-être un point, vous en parliez tout à l'heure, vous nous avez demandé si les espèces locales, on a aussi regardé donc, les espèces mal aimées. Donc là, c'est du coup le petit clin d'œil à Christine qui nous a parlé hier. Donc oui, la renouée du Japon peut être utilisée. Qui nous a mis, parce qu'il faut savoir que Christine et Simon nous ont posé la question de savoir quelles espèces invasives mal aimées on pourrait éventuellement valoriser. On a regardé. Alors, on est au regret de dire que la phragmite, on ne peut rien en faire, mais que la renouée du Japon, a priori, est dans la littérature décrite comme étant riche en polyphénols qui pourraient être utilisés dans les extraits. Donc là, Michel pourrait en parler peut-être plus que moi, des polyphénols en général et de leurs effets. Les polyphénols sont tout simplement magnifiques. On peut les utiliser à toutes les sauces. Et on est aussi sur une... Donc, on va... Je pense, au nom de tout le monde, on remercie Mariana qui nous a aussi mis sur la piste donc, de pourquoi pas utiliser des plantes qui poussaient à proximité des arbres qu'on avait choisis. Donc, notamment la verge d'or et le thé du Labrador, qui sont déjà des molécules extraites par Alixir ou Borea Canada, donc par des compagnies régionales, et dont la composition présente des molécules similaires, notamment l'épinène et limonène, mais également d'autres molécules comme le germacrène ou le myrcène qui ont des propriétés antivirales et désinfectantes très intéressantes. Donc, mais ça, ce serait à beaucoup plus long terme. Cette synergie-là
arbres et plantes d'un même endroit peut également être exploité, enfin, envisagé à terme. Il y a Pierre qui a posé la question c'est quoi les rendements d'extraction d'huile essentielle? Puis Mariana a répondu 0,5 % en moyenne. J'imagine que ça doit beaucoup dépendre des espèces d'arbres. Au niveau des écorces, est-ce que c'est mieux que le bois, de manière générale? Du moins pour les épinettes, la teneur en huile essentielle, je crois qu'elle est beaucoup plus présente au niveau des aiguilles et des petites branches que dans l'écorce d'épinette. À moins que je me trompe, mais je crois que c'est ça. Pour les feuillus, par contre, je ne pourrais pas dire. Oui, effectivement, on avait testé dans les écorces et le rendement est beaucoup plus faible. Ouais. De l'autre côté, si on s'attaque au bois, on s'attaque forcément à un marché qui est déjà en place, alors que nous, le but, c'est de valoriser un coproduit. Donc, il y a aussi ce côté-là à prendre en compte. Mais ça, il y a quand même des résidus d'aiguilles et de branchage qui laissent directement sur les sites de coupe. D'ailleurs, Borea, son procédé, comment est-ce qu'il fonctionne pour faire ses huiles, c'est justement, il va chercher sur place ce genre de résidus-là. Donc, Kevin qui vient d'écrire, je ne sais pas si tout le monde est en train de le lire, mais donc une question plus philosophique. Bien que très noble de vouloir trouver une solution pour endiguer une pandémie, pensez-vous réellement que la problématique se rattache aux épidémies ou que ces épidémies, les conséquences d'une problématique beaucoup plus grande? Je te ramène à la peste noire des années 1200. On n'avait pas le même niveau industriel et pourtant on avait déjà des épidémies. Est-ce que finalement c'est notre mode de vie qu'il faut revoir? Très certainement. Et c'est ce qu'on est en train de proposer. On propose une solution totalement verte. Je suis pourtant chimiste. Et on n'est pas parti sur la synthèse pure et dure, qui aurait été mon domaine de prédilection. On est parti sur quelque chose vraiment de totalement vert, sur une nouvelle façon de voir le marché, plus local, avec moins de transport aérien ou maritime, puisque toute la biomasse et les entreprises qu'on a ciblées sont dans le coin, comme l'a présenté Michel tout à l'heure. Oui, on propose une réponse qui va peut-être changer le monde de fonctionnement, enfin, le fonctionnement de l'industrie actuelle. Est-ce que c'est à cause de l'épidémie? Je pense qu'il y a déjà un développement vert, Simon pourrait en parler, qui se fait depuis des années. Donc voilà, les épidémies, elles étaient là avant nous, elles seront là après nous. La déforestation n'aide pas. Mais ça accélère peut-être le processus de développement vert. Ça remet peut-être en question aussi le nombre de voyages. C'est le voyagement, mais on se rend compte en fait que le fait qu'on se déplace autant sur la planète, ben, ça a vraiment eu un effet sur la propagation de cette épidémie-là. Puis est-ce que c'est nécessaire de se déplacer autant d'un point de vue écologique que justement d'un point de vue sanitaire? Finalement, on voit que ça a quand même des impacts là, sur la société. Personnellement, autant qu'on parle de collaboration entre les différents laboratoires, entreprises, etc., autant je pense que la collaboration doit aussi être au niveau international. Surtout que quand on parle de culture, ben, il y a plusieurs différences, tout dépendamment dans desquels des pays. Fait que ça, je trouve ça super intéressant d'aller voir justement ailleurs qu'est-ce qui se font. Donc, je pense que même si on est dans un contexte de mondialisation, que oui, ça facilite la propagation d'une maladie autant virale comme qu'on le vit en ce moment. Je pense que c'est quand même, du moins si on est capable quand même d'aller chercher une collaboration, c'est vraiment cool. Ben, moi, je suis d'accord avec Carnaval, ce qu'elle avance, et je suis d'accord surtout avec Michel Roy, qu'on devrait tous mettre un fond d'écran de panneau Zoom. Comme ça, on n'a plus besoin de voyager, on peut avoir l'impression d'être sur la plage. Non, mais je suis vraiment vierge depuis une semaine, il n'y a plus d'avion, je m'excuse. En passant, Claude, ça te va bien les cheveux courts. Merci beaucoup, merci. Il y avait peu de chances qu'on me rate, même malgré l'absence de coiffeur. C'est l'avantage des cheveux courts, au moins c'est réglé. Oui, exact.
J'avais anticipé, en fait. Oui. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres mentors qui voudraient peut-être prendre la parole par rapport au projet. Peut-être un petit feedback sur l'expérience puis le résultat de ce qui est emmené à l'intérieur d'une semaine. Je peux peut-être faire un petit mot. En tout cas, bravo à vous pour ce travail. Super travail de synthèse et très clair au niveau du rendu. Et je pense qu'on a de très belles pistes pour démarrer un très beau projet. Les étapes de développement aussi que vous avez identifiées sont très clairement identifiées. À première vue, je pense à quelque chose comme 300 000 $ de développement à envisager. Et avec une belle application marché qui risque de perdurer dans le temps, effectivement, et qui va consolider en fait les développements en économie circulaire qu'il y a dans nos régions actuellement et qui ont besoin de ce genre de projet motivant pour trouver encore plus de sens et pour convaincre de l'utilité qu'on revienne à l'économie circulaire, au développement local, avec nos ressources, parce qu'en fait, les ressources qui sont sur un territoire, elles sont là pour aider les humains qui vivent sur ce territoire-là. Et j'y crois fortement. Et je pense qu'ici, on a un modèle qui permettrait d'aider la société, d'avoir un impact social très fort, tout en développant une expertise locale assez puissante. Oui, moi, j'ai suggéré chaque centre de recherche ou partenaire industriel d'envoyer une fiche de leur capacité scientifique et d'équipement pour voir qu'est-ce qu'on a en commun pour pouvoir travailler ensemble. Par exemple, dans notre centre ici, nous avons certains équipements que peut-être d'autres centres de recherche n'ont pas et vice-versa. Donc, je pense que ça serait une bonne idée qu'on partage chaque centre de recherche et partenaire industriel aussi leur capacité de recherche pour voir quels sont les points communs et comment on pourrait travailler ensemble pour les prochaines étapes. Très bonne suggestion, Leandro. Je trouve que c'est une très bonne idée pour la suite des choses. Christine va élaborer avec moi probablement un questionnaire qu'on va vous envoyer pour avoir plus de feedback. Là. Donc, mais Christelle, je pense que tu allais parler. Oui, j'allais parler, oui. Moi, j'ai beaucoup aimé cette semaine. J'ai trouvé qu'il y avait d'abord les étudiants étaient très motivés et puis beaucoup dans la collaboration. Donc ça, c'est très important parce que sans ça, il n'y a pas le succès. Vous ne pouvez pas avoir le succès du projet. Et puis, j'ai aimé l'approche pragmatique, c'est-à-dire s'appuyer sur des choses qui existaient, des études ou des produits similaires, parce que c'est comme ça qu'on fait de l'innovation et qu'on peut rapidement la mettre sur le marché. Donc de beaux résultats, une belle motivation et j'espère qu'il y aura une suite, que quelqu'un prendra le relais. Voilà. J'aimerais souligner l'importance de placer nos idées, de placer nos recherches dans un contexte régional ou local. Vous voyez ce que ça génère comme idée, comme économie circulaire ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un message à tous les étudiants. Pensez au contexte, là, puis de façon régionale et locale. Vous allez voir, ça donne beaucoup de sens à vos idées. Mounir, donc bravo à toute l'équipe. Vraiment, c'est une expérience enrichissante pour moi d'abord. Donc, il faut maintenant regarder les partenaires pour avoir une suite au projet. Bon, je pense que, je ne sais pas si Alexis veut en glisser un mot, vu que c'est lui qui est directeur du réseau Matériaux Renouvelables Québec. Le mot de la fin, Alexis, let's go. D'abord, merci et félicitations, Marie, Michel, Olivier. Vraiment, le travail que vous avez fait, je le trouve exceptionnel et inspirant. Merci à chacun des mentors aussi. Je n'ai pas eu l'occasion de saluer Mariana. C'est une belle surprise de voir qu'elle s'est jointe au groupe aussi, mais merci à chacun des mentors d'avoir accompagné les étudiants. Merci à Claude aussi et à Christine. L'affaire que je souhaite dire, en fait, c'est qu'il y a eu un grand coup qui est donné. Ce que je sens, en fait, c'est une communauté qui est en train de se bâtir puis qui est en train de travailler de concert à apporter des solutions. Puis je pense que comme groupe de recherche,
le signal que ça donne, c'est qu'en fait, on est en train de travailler sur des besoins de la société. C'est ça notre raison d'être, en fait. Dans une optique de collaboration entre instituts, c'est encore plus beau. Puis donc, ce que je sens être, c'est quelque chose, c'est un groupe qui est appelé à se développer dans ses diverses facettes. Puis ça m'encourage beaucoup. Peut-être que la dernière chose que je devrais dire, c'est que le travail qui a été accompli est incroyable. Puis là, mais il faut le voir comme juste un début, en fait. Puis, on ferait une grave erreur, je pense, si on se contentait de ce qu'on a fait cette semaine. Donc, par la suite, je vais continuer là, de pousser un peu sur tout le monde pour faire en sorte qu'on donne une suite à ça, une suite réelle. En fait, je suis confiant qu'on va y arriver. Je pense que le niveau de motivation est élevé. Puis, vous pouvez compter vraiment là, sur tout mon appui pour aider à concrétiser les idées qui ont été avancées. Moi-même, j'apprends beaucoup dans ce processus-là. Je ne sais pas exactement où est-ce que ça va nous mener, mais soyez assurés là, qu'on va lui donner une suite. Et c'était donc une première expérience. Je vais vous avouer qu'au départ, quand on a lancé ça, c'était encore une fois, là, je dois souligner le fait qu'on s'est vraiment inspiré de l'École supérieure du bois de Nantes qui nous avait partagé cette idée-là qu'on a trouvée très intéressante. Ce qui nous a surpris un peu, c'est est-ce que les gens vont embarquer. Puis là, ben, quand je vois les 50 personnes qui se sont jointes à l'appel, quand je vois aussi tout le travail qui a été fait par nos 3 chercheurs, les mentors, je suis vraiment content de voir cet engouement-là. Puis ça nous motive vraiment à poursuivre puis à continuer de travailler fort là, dans l'avenir. Alors, encore une fois, là, merci à tout le monde. Merci à tout le monde aussi qui a pris le temps de venir écouter la présentation, de poser d'excellentes questions. Et c'est ça, c'est un bon début à ces activités-là. Puis on va s'en reparler, puis on va continuer de vous talonner avec ça. Merci beaucoup à tous. Donc, bravo. Puis sur ce, une excellente fin de semaine, bien méritée, surtout pour tous nos mentors et surtout les participants. Christine a quelque chose à dire. Un petit commentaire aussi, je voulais féliciter aussi l'effort de vulgarisation. Tu sais, je trouve que vous avez vraiment bien transmis l'information. On n'est pas tous des spécialistes chimistes. Puis je pense que c'était accessible là, vraiment à tous. Là, donc, félicitations aussi pour ça. Oui. Merci beaucoup. Merci Michel, Olivier puis Marie. C'était vraiment très, très bon. Félicitations. Merci Annabelle aussi. Bravo tout le monde.